Des ordures. Balance le petit garçon dans un camion poubelle. Il en ressort un dieu de la vengeance couvert de saleté. Jean-Baptiste Dubois avait toujours été petit pour son âge. À 15 ans, il atteignait à peine 1,58 m et pesait peut-être 40 kilos tout mouillé. Sa peau mate et son comportement discret le rendaient pratiquement invisible au lycée Victor Hugo, ce qui lui convenait parfaitement. Il avait été transféré ici il y a 3 mois, lorsque son père avait été muté à la base militaire voisine, et Jean-Baptiste avait espéré terminer sa seconde sans attirer l'attention sur lui. Le premier signe de problème est apparu pendant le déjeuner, un après-midi gris d'octobre. Jean-Baptiste était assis seul à une table d'angle à la cantine, grignotant son sandwich tout en lisant un roman de poche usé. La cantine bourdonnait du chaos habituel des conversations adolescentes, mais Jean-Baptiste avait appris à l'ignorer. Il était à la moitié d'un chapitre lorsqu'une ombre est tombée sur sa table. « Tiens, tiens, qu'est-ce qu'on a là ?» La voix appartenait à Kevin Lemaire, un colosse de 17 ans qui avait redoublé 2 fois et semblait fier de sa réputation de tyran le plus redouté du lycée Victor Hugo. Kevin mesurait 1,90 m avec de larges épaules et des bras qui ressemblaient à des troncs d'arbres. Ses cheveux châtain clair étaient coupés en brosse militaire et ses yeux bleu pâle avaient un éclat cruel qui faisait fuir les plus petits lorsqu'il traversait les couloirs. Jean-Baptiste leva lentement les yeux, ses yeux sombres rencontrant le regard de Kevin, juste un instant avant de regarder à nouveau son livre. « J'essaie juste de déjeuner », dit-il doucement, espérant que son ton neutre signalerait qu'il ne cherchait pas les ennuis. « J'essaie juste de déjeuner », répéta Kevin d'une voix moqueuse et aiguë qui fit ricaner ses 2 compagnons. Théo Garnier et Lucas Moreau étaient les ombres constantes de Kevin, tous 2 presque aussi grands que leur chef, mais dépourvus de son charisme naturel pour la cruauté. Théo avait les cheveux roux et des taches de rousseur qui auraient pu le rendre amical sans le rictus permanent sur son visage. Lucas était brun et trapu, avec de petits yeux qui se baladaient nerveusement lorsqu'il ne suivait pas les directives de Kevin. « Tu sais quoi, petit ?» continua Kevin, tendant la main et faisant tomber le livre de Jean-Baptiste de ses mains. Il glissa sur le sol, les pages flottant. « Je n'aime pas la façon dont tu restes assis ici tout tranquille et bizarre. Ça me fait penser que tu prépares quelque chose. » Jean-Baptiste sentit sa mâchoire se serrer, mais il se força à rester calme. Il avait déjà vécu des situations comme celle-ci, dans son ancienne école et celle d'avant. Les enfants de militaires déménageaient beaucoup, et il y avait toujours un Kevin Lemaire qui cherchait à établir sa domination sur le nouveau venu. L'essentiel était de ne pas réagir, de ne pas leur donner la satisfaction de voir de la peur ou de la colère. « Je ne prépare rien », dit Jean-Baptiste, sa voix stable. « Je lis juste. » Le sourire de Kevin s'élargit. « Oh, tu es un de ces intellos de livres, hein? Qu'est-ce que tu lis? Quelque chose sur les princesses de contes de fées ?» Les autres élèves de la cantine avaient commencé à remarquer la confrontation. Certains se sont tournés pour regarder ouvertement, tandis que d'autres ont fait semblant de se concentrer sur leur nourriture, tout en gardant un œil sur le drame qui se déroulait. Jean-Baptiste remarqua que Madame Dubois, la surveillante de cantine, était occupée à s'occuper d'une boisson renversée à l'autre bout de la pièce. Jean-Baptiste se leva lentement et alla récupérer son livre. Alors qu'il se penchait pour le ramasser, le pied de Kevin s'abattit lourdement sur le livre de poche, l'écrasant sur le sol en linoléum sale. « Oups !» dit Kevin avec une fausse innocence. « On dirait que ton petit livre a eu un accident. » Jean-Baptiste se redressa, le livre ruiné dans ses mains. La couverture était déchirée et plusieurs pages s'étaient détachées. Il avait hâte de le terminer, mais maintenant il était détruit. Pourtant, il garda une expression neutre alors qu'il retournait à la table et commençait à ranger son déjeuner. « Où vas-tu, petite souris ?» cria Théo. « On ne fait que commencer. »« Ouais », ajouta Lucas, enhardi par le rire de ses amis. « On ne connaît même pas encore ton nom. » Jean-Baptiste passa son sac à dos sur son épaule. « Jean-Baptiste, dit-il simplement. »« Jean-Baptiste, répéta Kevin pensivement. « Eh bien, Jean-Baptiste,
Je pense que toi et moi allons être de bons amis, de très bons amis. » La façon dont Kevin l'a dit a envoyé un frisson dans le dos de Jean-Baptiste, mais il a juste hoché la tête et s'est éloigné. Derrière lui, il pouvait entendre les trois garçons rire et faire des commentaires sur sa taille et sa façon de marcher. Plusieurs autres élèves le regardaient avec un mélange de pitié et de soulagement de ne pas être ceux qui étaient dans le collimateur de Kevin. Jean-Baptiste a traversé le reste de la journée scolaire sans incident, mais il pouvait sentir les regards sur lui partout où il allait. La nouvelle de la rencontre à la cantine s'était apparemment répandue. Et maintenant tout le monde savait qu'il y avait de la viande fraîche pour les prédateurs à encercler. Les semaines suivantes ont suivi un schéma prévisible. Kevin et ses amis trouvaient Jean-Baptiste entre les cours ou pendant le déjeuner et se livraient à des formes de harcèlement de plus en plus créatives. Ils le bousculaient accidentellement dans les couloirs, faisant voler ses livres. Il s'asseyait près de lui pendant le déjeuner et faisait des commentaires bruyants sur ses vêtements, sa taille ou son manque apparent d'amis. Une fois, Lucas l'avait suivi dans les toilettes et l'avait piégé dans une cabine, tout en faisant des blagues grossières sur son héritage. À travers tout cela, Jean-Baptiste a enduré en silence. Il avait appris il y a longtemps que se défendre ne faisait qu'empirer les choses. Les tyrans comme Kevin se nourrissaient de réactions et la meilleure stratégie était de traverser la tempête jusqu'à ce qu'ils s'ennuient et passent à des cibles plus faciles. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Jean-Baptiste Dubois était tout sauf impuissant. Son père, le sergent-chef Pierre Dubois, était un instructeur d'arts martiaux décoré de l'armée de terre qui avait appris à son fils à se battre depuis qu'il était assez grand pour marcher. Jean-Baptiste était ceinture noire en karaté et en jiu-jitsu brésilien et avait passé des étés à s'entraîner avec certains des meilleurs spécialistes du combat au corps à corps de l'armée. Mais son père lui avait aussi appris quelque chose de plus important que de savoir comment donner un coup de poing, la discipline. La violence doit toujours être le dernier recours, avait dit Pierre à son fils d'innombrables fois. Un vrai guerrier sait quand se battre et quand s'éloigner. N'importe qui peut donner un coup de poing, mais il faut une vraie force pour faire preuve de retenue. Jean-Baptiste croyait en ces mots, même lorsque le harcèlement de Kevin devenait plus intense et public. Il se disait qu'il pouvait gérer tout ce qu'il lui lançait, que rester au-dessus de leur niveau faisait de lui une meilleure personne. De plus, son père était envisagé pour une promotion au poste d'adjudant-chef, et la dernière chose que Jean-Baptiste voulait était de causer des problèmes qui pourraient nuire à la carrière de son père. Le point de rupture est survenu un froid vendredi après-midi de novembre. Jean-Baptiste traversait le parking de l'école en direction du bus lorsqu'il a entendu des pas derrière lui. Il s'est retourné et a vu Kevin, Théo et Lucas s'approcher avec des sourires qui lui ont donné des maux d'estomac. « Salut Jean-Baptiste » appela Kevin d'une voix amicale qui ne correspondait pas à la malice dans ses yeux. « On a beaucoup pensé à toi ces derniers temps. » Jean-Baptiste jeta un coup d'œil autour du parking. La plupart des autres élèves avaient déjà pris leur bus ou étaient partis en voiture, et les quelques qui restaient étaient trop loin pour aider même s'ils le voulaient. Le professeur le plus proche était Monsieur Martin, qui se dirigeait vers sa voiture de l'autre côté du parking avec ses écouteurs. « Écoutez, je ne veux pas d'ennui, » dit Jean-Baptiste, reculant d'un pas. « Des ennuis ?» Kevin rit. « Qui a parlé d'ennui? On veut juste te montrer quelque chose de cool. » Avant que Jean-Baptiste ne puisse réagir, Théo attrapa son bras gauche, tandis que Lucas saisissait son bras droit. Ils n'étaient pas particulièrement brutaux pour le moment, mais leur emprise était suffisamment ferme pour indiquer clairement qu'ils n'allaient nulle part. « Il y a un camion poubelle vraiment chouette là-bas, » dit Kevin, pointant vers l'extrémité du parking où un grand véhicule de gestion des déchets était garé avec son chargeur arrière ouvert. « On a pensé que tu pourrais vouloir regarder de plus près. » Le cœur de Jean-Baptiste commença à battre la chamade alors qu'il le conduisait vers le camion. « Allez les gars, dit-il essayant de garder sa voix calme, ce n'est pas drôle. »« Oh mais si, répondit Kevin, c'est hilarant. Tu vois, on essaie de comprendre ce que tu es, Jean-Baptiste. Es-tu juste très timide?
As-tu peur? Ou es-tu vraiment aussi pathétique que tu en as l'air? Ils étaient à mi-chemin du camion poubelle maintenant, et Jean-Baptiste pouvait sentir la puanteur de la nourriture pourrie et d'autres déchets. Le véhicule était l'un de ces modèles à chargement arrière avec une grande trémie qui pouvait être levée et déversée hydrauliquement. En ce moment, la trémie était abaissée et ouverte, remplie à moitié de sacs d'ordures provenant de la cantine de l'école. « Je pense que tu es juste pathétique », continua Kevin d'un ton conversationnel. « Je pense que tu es le genre de gamin qui prendra tout ce qu'on lui donne et qui ne fera que geindre à ce sujet. Le genre de gamin qui appartient au reste des ordures. » Jean-Baptiste sentit une pointe de colère à ces mots, mais il la réprima. La voix de son père résonna dans sa tête. « Contrôle tes émotions, sinon elles te contrôleront. » Ils atteignirent le camion poubelle et Kevin fit un signe de tête à ses amis. Théo et Lucas resserrèrent leur emprise sur les bras de Jean-Baptiste et commencèrent à le soulever vers la trémie ouverte. « Attendez, » dit Jean-Baptiste, son calme se brisant finalement. « Vous ne pouvez pas être sérieux. »« Mortellement sérieux, » dit Kevin. « Je veux voir si tu vas réellement faire quelque chose à ce sujet, ou si tu vas juste le prendre comme la petite souris que tu es. » Jean-Baptiste regarda autour de lui désespérément. Le parking était presque vide maintenant, et les quelques personnes qu'il pouvait voir étaient trop loin pour aider. Monsieur Martin avait atteint sa voiture et tâtonnait avec ses clés, complètement inconscient de ce qui se passait. « S'il vous plaît, » dit Jean-Baptiste, détestant la façon dont le mot sonnait en sortant de sa bouche. « Laissez-moi juste partir. » Le sourire de Kevin s'élargit. « Voilà, la mendicité, je savais que tu l'avais en toi. » Théo et Lucas soulevèrent Jean-Baptiste plus haut et soudain, il était poussé la tête la première dans la trémie à ordures. Des sacs de déchets humides et puants l'entouraient alors qu'il atterrissait lourdement sur son épaule. L'odeur était accablante, des fruits pourris, du lait avarié et d'autres déchets organiques non identifiables qui lui faisaient pleurer les yeux et lui donnaient des nausées. Il s'intègre parfaitement, n'est-ce pas? La voix de Kevin résonna d'en haut. Juste là où il appartient. Jean-Baptiste entendit le bruit du système hydraulique qui démarrait et la panique le traversa lorsqu'il réalisa qu'ils allaient réellement le jeter avec les ordures. Il se précipita pour se mettre sur ses pieds, glissant sur des sacs d'ordures mouillés alors que la trémie commençait à s'incliner vers le haut. « Kevin, arrête !» cria-t-il, abandonnant toute prétention de calme. « C'est insensé !» Mais Kevin se contenta de rire alors que la trémie continuait de monter. Jean-Baptiste se retrouva à glisser vers l'arrière alors que des sacs d'ordures dégringolaient autour de lui. Ses vêtements étaient déjà trempés de liquide malodorant et il pouvait sentir des choses s'écraser sous ses mains alors qu'il essayait de trouver un point d'appui. La trémie atteignit son angle maximal et Jean-Baptiste se sentit tomber vers l'arrière dans le compartiment principal du camion avec des dizaines de sacs d'ordures. Il atterrit lourdement sur le dos, le souffle coupé, entouré des déchets de l'école dans un espace qui empestait la décomposition et la pourriture. Pendant un moment, tout était silencieux, à l'exception du bruit du système hydraulique qui abaissait la trémie en position. Puis Jean-Baptiste entendit la voix de Kevin, étouffée mais toujours audible à travers les murs du camion. « Voyons combien de temps il faut à l'entretien pour le trouver, » dit Kevin. Et Jean-Baptiste pouvait entendre le sourire satisfait dans sa voix. Peut-être que ça lui apprendra le respect. Jean-Baptiste resta allongé dans l'obscurité pendant plusieurs minutes, respirant par la bouche pour éviter le pire de l'odeur. Ses vêtements étaient ruinés, sa dignité était en lambeaux, et il était couvert de jus d'ordures auquel il ne voulait pas trop penser. Mais plus que tout, il était en colère. Pendant 3 mois, il avait enduré le harcèlement de Kevin avec patience et retenue. Il avait suivi les enseignements de son père sur le fait d'éviter la violence et de prendre le dessus. Il s'était convaincu que faire preuve de discipline le rendait plus fort que ses bourreaux. Mais alors qu'il était assis dans ce camion poubelle, entouré de déchets pourris et de l'odeur de sa propre humiliation, Jean-Baptiste réalisa que parfois la discipline n'était pas une force. C'était juste un autre mot pour être une victime. Il pensa aux autres leçons de son père, celles sur la protection de soi et des autres contre les prédateurs. Il y a une différence entre être pacifique et être une proie.
lui avait dit Pierre une fois. Un guerrier sait quand il est temps de se battre. Jean-Baptiste ferma les yeux et prit une décision qui allait tout changer. Il lui fallut près de 20 minutes pour sortir du camion poubelle. Les côtés étaient glissants et hauts et il dut utiliser des sacs d'ordures comme marches improvisées pour atteindre le bord. Au moment où il se hissa par-dessus le bord et tomba au sol, le parking était complètement vide, à l'exception de quelques voitures de professeurs. Il baissa les yeux sur lui-même et faillit rire de l'absurdité de la situation. Ses vêtements étaient tachés de substances non identifiables, ses cheveux étaient emmêlés avec quelque chose qui aurait pu être du vieux yaourt, et l'odeur qui émanait de son corps était vraiment impressionnante dans son horreur. Mais sous la saleté et l'humiliation, quelque chose avait changé. Jean-Baptiste ne se sentait plus comme une victime essayant d'éviter la confrontation. Il se sentait comme un prédateur qui avait été réveillé d'un long sommeil. Jean-Baptiste marcha lentement vers le bâtiment de l'école, laissant une traînée de jus d'ordures derrière lui. Le placard du concierge était généralement déverrouillé, et il réussit à se nettoyer suffisamment pour être présentable pour le trajet en bus jusqu'à la maison. Mais à l'intérieur, la colère montait comme la pression dans une machine à vapeur. Ce week-end, Jean-Baptiste passa des heures dans le garage avec le sac lourd de son père, travaillant sur des formes et des combinaisons qu'il n'avait pas pratiquées depuis des mois. Son père remarqua l'intensité de son entraînement, mais ne fit aucun commentaire, reconnaissant dans les yeux de son fils quelque chose qu'il avait vu chez de jeunes soldats qui étaient prêts à faire leurs preuves. Lundi matin arriva, et Jean-Baptiste entra au lycée Victor Hugo en étant une personne différente. Il avait toujours la même apparence à l'extérieur, petit, calme, sans prétention, mais quelque chose de fondamental avait changé. Il se déplaçait avec une confiance qui n'était pas là auparavant, et ses yeux sombres avaient une concentration qui aurait inquiété quiconque savait quoi chercher. Kevin et ses amis attendaient près du casier de Jean-Baptiste, s'attendant probablement à voir leur victime intimidée et brisée par l'humiliation de vendredi. Au lieu de cela, ils trouvèrent un garçon qui les regarda dans les yeux sans broncher. « Eh bien, dit Kevin, avec son sourire cruel habituel. « Si ce n'est pas le garçon poubelle, comment s'est passé ton week-end? Tu sens toujours les ordures pour moi. » Théo et Lucas ricanèrent, mais Jean-Baptiste remarqua que leur rire sonnait un peu forcé. Quelque chose dans sa posture ou son expression les mettait mal à l'aise, bien qu'ils ne puissent pas tout à fait mettre le doigt sur quoi. « C'était éducatif, » dit Jean-Baptiste calmement, ouvrant son casier et sortant ses livres. Kevin fronça les sourcils à la réponse. Il s'attendait à de la peur, de l'embarras, peut-être quelques larmes. Au lieu de cela, Jean-Baptiste semblait presque détendu. « Éducatif, hein ?» Kevin se rapprocha, essayant d'intimider par la proximité. « Qu'est-ce que tu as appris, que tu appartiens aux ordures ?» Jean-Baptiste ferma son casier et se tourna pour faire face directement à Kevin. Le couloir autour d'eux s'était tu alors que d'autres élèves sentaient la tension et s'arrêtaient pour regarder. « J'ai appris que certaines personnes confondent la patience avec la faiblesse, » dit Jean-Baptiste, sa voix portant clairement dans le silence soudain. « Et j'ai appris que parfois, il faut leur enseigner la différence. » Pour la première fois depuis que Jean-Baptiste le connaissait, Kevin sembla incertain. Il y avait quelque chose dans le ton du petit garçon qui ne correspondait pas à sa taille ou à son histoire d'acceptation passive. « C'est une menace ?» demanda Kevin, essayant de reprendre sa posture agressive. « C'est une promesse !» répondit simplement Jean-Baptiste. La confrontation aurait pu dégénérer sur place, mais Madame le maire choisit ce moment pour tourner au coin et commencer à chasser les élèves vers leur cours de première heure. Kevin lança à Jean-Baptiste un regard qui promettait une rétribution plus tard, mais Jean-Baptiste se contenta de sourire et s'éloigna. La journée passa lentement, Jean-Baptiste se sentant hyper conscient de chaque interaction, de chaque regard, de chaque conversation chuchotée. Il pouvait sentir que la nouvelle de l'échange dans le couloir se répandait, et il savait que Kevin se sentirait obligé de faire une réponse dramatique pour maintenir sa réputation. L'occasion se présenta pendant le cours de gymnastique.
Le professeur Durand avait les élèves qui jouaient au basket-ball et Jean-Baptiste se retrouva sur le terrain avec l'équipe de Kevin. Il aurait été facile pour eux d'organiser un accident, une faute dure, un coup de coude dans les côtes, quelque chose qui semblerait involontaire à l'entraîneur. Mais lorsque Théo essaya de donner un coup d'épaule à Jean-Baptiste pendant un rebond, quelque chose d'inattendu se produisit. Jean-Baptiste esquiva en douceur la charge du garçon plus grand et regarda avec satisfaction Théo s'écraser contre le mur derrière le panier. Lorsque Lucas tenta une manœuvre similaire quelques minutes plus tard, Jean-Baptiste se baissa et balaya les jambes du rouquin, l'envoyant s'étaler sur le terrain. Les deux incidents ressemblèrent à des jeux de basket-ball normaux pour le professeur Durand, mais Kevin commençait à réaliser que sa victime habituelle ne se comportait pas selon le scénario. La confrontation finale eut lieu après l'école, et Jean-Baptiste savait qu'elle était inévitable. La réputation de Kevin était basée sur la peur et la domination, et la nouvelle attitude de Jean-Baptiste était un défi direct à cette fondation. Quelque chose devait céder. Jean-Baptiste marchait vers le bus lorsqu'il entendit la voix de Kevin derrière lui. « Dubois, il faut qu'on parle !» Jean-Baptiste se tourna et vit Kevin traverser le parking avec Théo et Lucas à ses côtés. Mais cette fois, il n'était pas seul. La nouvelle de l'échange du matin s'était répandue et au moins 30 élèves s'étaient rassemblés pour regarder ce que tout le monde s'attendait à être la destruction de Jean-Baptiste. « Tu as agi comme un vrai dur aujourd'hui, » dit Kevin en s'approchant. « Tu as parlé fort, tu as joué à des jeux en cours de gym. Je pense qu'il est temps que quelqu'un te rappelle ta place. » Jean-Baptiste posa soigneusement son sac à dos et se tourna pour faire face à ses bourreaux. La foule d'élèves forma un cercle lâche autour d'eux, certains sortant leur téléphone pour enregistrer ce qu'ils supposaient être une raclée brutale. « Ma place ?» demanda Jean-Baptiste, sa voix portant clairement à travers le parking. « Et où est-ce exactement ?»« Juste là où on t'a mis vendredi, » grogna Kevin, « dans les ordures avec le reste des déchets. » C'était le moment que Jean-Baptiste attendait. La mention de l'humiliation de vendredi, prononcée devant la moitié de l'école, franchit la dernière ligne que son père lui avait appris à tracer. « Tu sais quoi, Kevin ?» dit Jean-Baptiste, faisant rouler ses épaules pour les détendre. « Je pense qu'il est temps que tu apprennes quelque chose sur moi. » Kevin fit un pas en avant, levant son poing dans ce qui était probablement censé être un geste intimidant. « Ouais ? Quoi donc, petit ?» Jean-Baptiste sourit, et pour la première fois depuis des mois, c'était complètement sincère. « Je ne suis pas aussi impuissant que j'en ai l'air. » Kevin frappa le premier, un coup de poing large et bouclé, qui aurait pu être dévastateur s'il avait touché. Mais Jean-Baptiste s'y attendait, et il esquiva le coup si doucement que Kevin trébucha en avant à cause de son propre élan. Avant que Kevin ne puisse reprendre son équilibre, le poing de Jean-Baptiste frappa son plexus solaire avec une précision chirurgicale. Le garçon plus grand se plia en deux, haletant, et Jean-Baptiste enchaîna avec un uppercut parfaitement placé qui fit claquer la tête de Kevin en arrière et le fit chanceler. La foule éclata en halètements choqués et en cris excités. Personne ne s'attendait à ce que le petit garçon tranquille se défende réellement, et encore moins à porter des coups aussi nets au tyran le plus redouté du lycée Victor Hugo. Théo se remit de sa surprise en premier et chargea Jean-Baptiste avec un coup sauvage. Jean-Baptiste esquiva le coup de poing et attrapa le bras tendu de Théo, utilisant l'élan du rouquin pour le faire basculer par-dessus son épaule dans un lancer de judo classique. Théo frappa durement l'asphalte et resta allongé là en gémissant. Lucas hésita un instant, regardant entre ses deux amis tombés et le petit garçon qui venait de les détruire. Mais la pression des pairs et la loyauté l'emportèrent sur le bon sens, et il se précipita sur Jean-Baptiste, avec les deux poings en l'air. Jean-Baptiste esquiva le premier coup de poing, bloqua le second avec son avant-bras, et enfonça son coude dans les côtes de Lucas avec un craquement sec qui pouvait être entendu à travers le parking. Lucas se plia autour de l'impact et tomba à genoux, haletant. Toute la confrontation avait duré moins de 30 secondes et maintenant Kevin était le seul à être resté debout. Il s'était suffisamment remis pour respirer normalement, mais sa confiance était complètement brisée.
Le garçon qu'il tourmentait depuis des mois venait de démanteler son équipe comme s'il s'agissait d'une heure d'amateur. « Ce n'est pas possible », murmura Kevin, plus pour lui-même que pour Jean-Baptiste. « Qu'est-ce qui n'est pas possible ?» demanda Jean-Baptiste se rapprochant. « Que le gamin que tu as embêté sache réellement comment se défendre, que peut-être je t'ai laissé me pousser parce que j'essayais d'être la meilleure personne. » Kevin recula, sa fanfaronnade habituelle remplacée par une peur authentique. « Tu as fait semblant tout ce temps ?»« Pas fait semblant, » corrigea Jean-Baptiste. « Juste choisi de ne pas me battre. Mais tu m'as enlevé ce choix quand tu m'as jeté dans ce camion poubelle. » La foule autour d'eux était complètement silencieuse maintenant, tout le monde étant fasciné par le renversement de rôle qui se déroulait devant eux. Kevin Lemaire, la terreur du lycée Victor Hugo, reculait devant un gamin qui faisait la moitié de sa taille. « Écoute, » dit Kevin, sa voix se brisant légèrement. « Peut-être qu'on s'est un peu emporté. Tu sais comment c'est, juste des gars qui déconnent. » « Des gars qui déconnent !» La voix de Jean-Baptiste s'éleva avec une colère authentique. « Tu m'as jeté dans un camion poubelle, tu m'as humilié devant toute l'école, et maintenant tu veux appeler ça « déconner » Kevin continua de reculer jusqu'à ce qu'il heurte la voiture de quelqu'un. Il était piégé, et tout le monde pouvait le voir. « Je suis désolé, d'accord ?» dit Kevin, et le désespoir dans sa voix était douloureux à entendre. « On est désolé, ça ne se reproduira plus. » Jean-Baptiste étudia le visage de Kevin pendant un long moment, y voyant une peur authentique pour la première fois. Une partie de lui voulait en finir, donner à Kevin un avant-goût de l'humiliation qu'il distribuait depuis des mois. Mais la voix de son père résonna à nouveau dans sa tête. « Sache quand te battre, et sache quand tu as déjà gagné. »« Tu as raison, » dit finalement Jean-Baptiste. « Ça ne se reproduira plus. Parce que si l'un d'entre vous pose la main sur moi ou sur quelqu'un d'autre dans cette école, je ferai en sorte qu'aujourd'hui ressemble à un échauffement. » Il regarda autour de lui la foule d'élèves, établissant un contact visuel avec plusieurs d'entre eux. « Et ça vaut pour tous ceux qui pensent qu'embêter les gens plus petits qu'eux les rend durs. J'en ai fini d'être patient, et j'en ai fini de m'en aller. » Jean-Baptiste ramassa son sac à dos et commença à marcher vers le bus. La foule s'écarta devant lui, comme s'il était Moïse traversant la mer Rouge. Derrière lui, Kevin aidait ses amis à se relever, tous les trois ayant l'air d'avoir été heurtés par un camion. Alors que Jean-Baptiste montait dans le bus, il pouvait entendre le bavardage excité des élèves qui rejouaient le combat pour ceux qui l'avaient manqué. Les téléphones vibraient déjà avec des vidéos et des messages, et demain matin, tout le monde au lycée Victor Hugo saurait exactement ce qui s'était passé. Jean-Baptiste trouva une place près du fond du bus et regarda par la fenêtre le parking. Kevin et ses amis boitaient vers leur propre voiture, leur règne de terreur étant effectivement terminé en moins d'une minute de combat réel. Pour la première fois depuis des mois, Jean-Baptiste eut l'impression de pouvoir respirer librement. Il s'était prouvé qu'il pouvait gérer tout ce que les tyrans lui lançaient, mais plus important encore, il avait appris la différence entre être pacifique et être une proie. Le lendemain matin, Jean-Baptiste entra à l'école et trouva un environnement complètement différent. Les élèves qui n'avaient jamais reconnu son existence auparavant hochèrent la tête respectueusement lorsqu'il passa. Les couloirs semblaient s'écarter naturellement devant lui, et pour la première fois depuis son arrivée au lycée Victor Hugo, il eut l'impression d'y appartenir vraiment. Kevin et ses amis étaient notamment absents de leur lieu de prédilection habituel, et lorsque Jean-Baptiste les vit plus tard dans la journée, ils lui laissèrent une grande place et évitèrent tout contact visuel. La nouvelle de la confrontation sur le parking s'était répandue rapidement, et leur réputation de tyrans intouchables avait été définitivement brisée. Plus important encore, Jean-Baptiste remarqua que d'autres élèves semblaient marcher avec plus de confiance aussi. La culture de la peur que Kevin avait créée commençait à s'effondrer, remplacée par le sentiment que peut-être les tyrans n'étaient pas aussi invincibles que tout le monde l'avait pensé. Pendant le déjeuner, Jean-Baptiste fut surpris lorsque plusieurs élèves s'approchèrent de sa table et lui demandèrent s'il pouvait s'asseoir avec lui.
Pour la première fois depuis son transfert au lycée Victor Hugo, il se retrouva à participer à de vraies conversations au lieu de manger seul avec ses livres. « C'était incroyable hier », dit Sophie Martin, une fille tranquille de son cours d'anglais qui avait été l'une des cibles fréquentes de Kevin. « Je n'arrive pas à croire que tu les aies juste tous abattus comme ça. » Jean-Baptiste haussa les épaules, mal à l'aise d'être traité comme une sorte de héros. « J'en ai juste eu marre d'être poussé, » dit-il simplement. « Mais où as-tu appris à te battre comme ça ?» demanda David Chen, un étudiant de 2e année maigre qui avait eu ses propres démêlés avec l'équipe de Kevin. « Tu as fait en sorte que ça ait l'air si facile. »« Mon père est dans l'armée, » expliqua Jean-Baptiste. « Il m'a appris certaines choses. Mais surtout, j'ai finalement décidé d'utiliser ce que je savais. » La conversation se poursuivit tout au long du déjeuner, Jean-Baptiste se retrouvant au centre de l'attention d'une manière complètement différente de l'attention négative de Kevin. Ses élèves ne le regardaient pas avec peur ou moquerie, ils le regardaient avec respect et gratitude. Au fil des semaines, Jean-Baptiste s'installa dans son nouveau rôle au lycée Victor Hugo. Il n'essayait pas d'être un dur à cuire ou le nouvel exécuteur de l'école, mais la nouvelle s'était répandue qu'il n'était pas quelqu'un avec qui il fallait plaisanter. Plus important encore, son exemple semblait inspirer d'autres élèves à se défendre. La culture du harcèlement qui avait dominé l'école commença à changer. Les élèves qui avaient été des cibles trouvèrent leur voie, et les quelques tyrans qui restaient découvrirent que leurs victimes n'étaient plus assurées d'être passives. Les enseignants commencèrent à remarquer le changement d'atmosphère et plusieurs commentaires à quel point l'environnement scolaire était devenu plus positif. Kevin finit par revenir en classe, mais il était une personne changée. La fanfaronnade et la confiance cruelle qui l'avaient défini avaient disparu, remplacées par une prudence discrète qui suggérait qu'il avait tiré sa leçon. Il n'embêta plus jamais Jean-Baptiste, et ses jours de terreur des élèves plus petits semblaient être terminés. Un après-midi, environ 1 mois après la confrontation sur le parking, Jean-Baptiste se dirigeait vers son casier lorsqu'il entendit une voix familière derrière lui. « Dubois !» Jean-Baptiste se tourna et vit Kevin s'approcher, mais cette fois, il était seul et sa posture était complètement différente. La fanfaronnade agressive avait disparu. Au lieu de cela, Kevin avait l'air presque nerveux. « Que veux-tu, Kevin ?» demanda Jean-Baptiste, son ton neutre mais alerte. Kevin s'arrêta à quelques pas et sembla lutter avec ses mots pendant un moment. Finalement, il parla. « Je voulais m'excuser, pour de vrai cette fois, pas parce que j'avais peur. » Jean-Baptiste étudia le visage de Kevin, cherchant des signes de tromperie ou de sarcasme. Au lieu de cela, il vit quelque chose qu'il ne s'était jamais attendu à voir là, un remords authentique. « J'ai réfléchi à ce qui s'est passé, » continua Kevin, « à toutes les choses que je t'ai faites et à d'autres enfants aussi. C'était foutu et je sais que désolé ne répare pas ça, mais je suis désolé. » « Pourquoi ?» demanda simplement Jean-Baptiste. Kevin sembla confus par la question. « Pourquoi quoi? Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi moi? Pourquoi n'importe qui? Quel était l'intérêt ?» Kevin resta silencieux pendant un long moment, clairement mal à l'aise avec la question. Quand il répondit finalement, sa voix était à peine plus qu'un murmure. « Parce que je pouvais, » dit-il. « Parce que ça me faisait me sentir puissant, et parce que personne ne m'a jamais arrêté, et parce que j'étais en colère à cause de trucs à la maison, et c'était plus facile de m'en prendre aux autres que de gérer mes propres problèmes. » Jean-Baptiste hocha lentement la tête. Ce n'était pas une excuse, mais au moins c'était honnête. « Le truc c'est, » continua Kevin, « quand tu t'es défendu, quand tu as